L'affaire du Dr Wakefield remonte à 1998 et est connue pour avoir déclenché le débat mondial sur la sûreté des vaccins. Voyons tout d'abord la version officielle, ou la manière dont l'affaire Wakefield est racontée aujourd'hui dans tous les médias les plus importants, de la grande presse mainstream à la médecine officielle. On peut lire dans Wikipédia, Andrew Wakefield est un ancien médecin anglais discrédité qui est devenu un activiste anti-vaccin. Il était gastro-entérologue jusqu'à ce qu'il soit radié de l'ordre des médecins britanniques pour manque d'éthique, mauvaise conduite et malhonnêteté après avoir rédigé une étude frauduleuse qui prétendait qu'il y avait un lien entre le vaccin ROR, l'autisme et les troubles gastro-intestinaux. C'est de cette étude dont nous parlons. Elle s'intitulait « Hyperplasie nodulaire lymphoïde iléale, colite non spécifique et troubles développementaux omniprésents chez les enfants » et a été publiée en 1998 par le journal médical The Lancet. Cet article est aussi connu sous le nom de Lancet 12, car il présentait les cas cliniques de 12 enfants touchés par une maladie gastro-intestinale connectée à un trouble du spectre autistique et qui avaient reçu le triple vaccin ROR. La publication de cette étude créa un véritable tollé et a provoqué une baisse substantielle de la demande pour le vaccin ROR au Royaume-Uni. Elle provoqua la réaction des compagnies pharmaceutiques, qui lancèrent une gigantesque campagne de diffamation envers le Dr Wakefield. Cette campagne atteint un sommet en 2004 avec un article du journaliste Brian Deere publié dans le Sunday Times. Ce journaliste déclarait avoir interviewé les parents des enfants du Lancet 12 et avoir découvert que Wakefield avait falsifié les données cliniques de ses enfants afin de soutenir sa théorie d'une association entre une maladie de l'intestin, autisme et vaccin ROR. Brian Deere accusait aussi Wakefield de conflit d'intérêts pour avoir accepté de l'argent d'un groupe d'avocats qui voulait poursuivre les compagnies pharmaceutiques et pour avoir breveté son propre vaccin contre la rougeole. Le scandale qui a suivi a obligé Richard Horton, le rédacteur en chef du Lancet, à rétracter la publication originale. Le fait que la publication ait été retirée a apporté du sang neuf aux détracteurs de Wakefield qui l'ont dénoncé auprès du Conseil des médecins britanniques, le GMC. En 2007, le GMC constitue un jury spécial pour se pencher sur l'aptitude à pratiquer dans le but d'examiner les agissements des trois principaux médecins impliqués dans l'étude du Lancet. Le Dr Wakefield, le professeur John Walker-Smith, qui était à la tête du département de gastro-entérologie où la recherche a eu lieu, et le Dr Simon Murch, un de leurs collaborateurs. Après le plus long procès de l'histoire de l'ordre, le jury du GMC rendit son verdict en 2010. Le professeur Murch fut acquitté, tandis que Wakefield et Walker-Smith furent déclarés coupables de conduite malhonnête et immorale et se virent retirer leur licence médicale. Walker-Smith, entre-temps retraité, décida de se pourvoir contre cette décision auprès de la Cour d'appel britannique car il ne voulait pas que sa carrière irréprochable soit ainsi entachée par un verdict qu'il trouvait injuste. En revanche, Wakefield dut abandonner sa carrière médicale au Royaume-Uni et il déménagea aux USA, au Texas où il vit actuellement. C'est alors que l'article des 12 fut définitivement retiré du Lancet, tandis que le British Medical Journal, un autre journal médical important, publia une nouvelle série de dires contre Wakefield en réactualisant les accusations originales du Sunday Times. Le fait que l'étude ait été retirée par le Lancet et le fait que Wakefield ait été radié de l'ordre des médecins britanniques sont régulièrement cités par les médias comme une preuve que son travail était frauduleux et que par conséquent, il n'y a jamais eu aucun lien entre les vaccins et l'autisme. Le docteur Burioni est une personnalité très populaire en Italie, car il apparaît souvent dans des émissions télé qui promeuvent la cause des pro-vaccins, durant lesquelles il garantit la totale sûreté et efficacité de tous les vaccins. Il est un peu l'équivalent du docteur Michel Simès en France. Voici comment le docteur Burioni décrit les cas Wakefield dans ses livres. Une étude de 1998 réalisée sur seulement 12 patients a indiqué une association entre le vaccin ROR et l'autisme. Il est apparu plus tard que l'étude a été complètement inventée par le chercheur qui avait des intérêts personnels et économiques ayant breveté un vaccin alternatif et étant de mèche avec un groupe d'avocats immoraux. La fraude scientifique a été démontrée de façon tellement évidente et flagrante que le médecin en question s'est vu retirer sa licence médicale. Les médias grand public décrivent aussi cette histoire dans des termes similaires. Voici comment l'affaire Wakefield est résumée par Jeffrey Kluger, le rédacteur en chef d'une des publications les plus importantes du monde, Time Magazine. First of all, it bears repeating. Vaccines do not cause autism. They never have, they never will. That initial misconception was traced to a fraudulent 1998 study by British Dr. Andrew Wakefield,
The study was later retracted, and Wakefield was stripped of his license to practice medicine in the UK. Ce mantra de l'article frauduleux, publié par Wakefield, est répété chaque fois que le sujet de la sûreté des vaccins est abordé à la télévision. Well, Dr. Wakefield has been shown used absolutely fraudulent data. He created a fake paper. The journal allowed it to run. Les médecins sont bombardés en permanence par ce mantra qui leur revient régulièrement via les publications médicales. Voici comment le Dr Paul Thomas, un éminent pédiatre, nous le rapporte. Oh, that's what I'm reading almost daily, right? We have what we call throwaway journals for pediatricians. So there's an infectious disease journal. I mean, if you look at all the ads in it, it clearly comes from, it's supported by pharma. But it's very well written. I mean, it looks good. It's glossy, and it comes across your desk weekly. And you read, you know, pretty much almost every copy of that will have something that's elevating vaccines and putting down, you know, any possible connection, right? Putting down Wakefield as a, you know, fraud, and they would just repeat that. So you read that over and over again. I mean, you hear it enough times, you start thinking it must be so. Donc, nous avons une unanimité complète de la part des grands médias et du monde médical. Wakefield a falsifié les données de son étude, mais a été démasqué et on lui a retiré sa licence médicale. La publication frauduleuse a été retirée, prouvant dans le même temps que le lien entre autisme et vaccin n'existe pas. Jusqu'ici, voici la version officielle des événements. Maintenant, portons un regard plus attentif à ce qui s'est passé dans cette histoire. Tout d'abord, il y a une énorme erreur de raisonnement quand on dit que, puisque Wakefield a fraudé, l'association entre les vaccins et l'autisme n'existe pas. Théoriquement, Andrew Wakefield pourrait être le plus grand fraudeur de toute l'histoire de l'humanité, cela n'empêcherait pas l'existence d'un lien entre l'autisme et la vaccination. Une chose n'exclut pas nécessairement l'autre. C'est vraiment une erreur logique grossière que des gens instruits comme les médecins et les journalistes ne devraient jamais commettre. Mais apparemment, ça arrange tout le monde de le faire parce que ça nous évite d'examiner de plus près un problème qui pourrait être dévastateur pour toutes les générations futures. De plus, si l'on analyse de plus près comment les événements se sont déroulés, nous découvrons que les choses se sont passées très différemment de la manière dont elles nous ont été racontées. Tout d'abord, nous devons dire que dans sa publication, Andrew Wakefield n'a jamais affirmé qu'un lien entre les vaccins et l'autisme existe. Tout ce qu'il a fait a été de mettre en avant cette hypothèse après avoir étudié le cas des enfants du Lancet 12, et en ajoutant que des recherches supplémentaires étaient nécessaires avant de tirer une conclusion. Si quelqu'un se donnait la peine de lire la publication originale, il trouverait les déclarations suivantes. Nous n'avons pas prouvé un lien entre le vaccin rougeole au rayon rubéole et le syndrome décrit. Nous avons identifié une entérocolite chronique chez ces enfants qui pourrait être liée à un dysfonctionnement neuropsychiatrique. Pourrait, ça veut dire que c'est possible, pas que l'on prétend l'avoir prouvé. Dans la plupart des cas, les symptômes ont commencé après l'immunisation contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. D'autres recherches sont nécessaires pour examiner ce syndrome et sa relation possible avec ce vaccin. À nouveau, relation possible, c'est tout ce qu'il a dit. Tout ce que nous avons là est un médecin consciencieux qui a noté un lien possible et qui a invité ses collègues à faire des recherches complémentaires sur ce sujet. Wakefield n'a jamais affirmé dans sa publication que les vaccins provoquent l'autisme. Ce fait surprenant est confirmé par les quelques médecins qui ont pris la peine de lire l'étude originale. Right, and all that study did was make a suggestion as to whether giving the measles, mumps vaccine together led to an increase in incidence of inflammatory bowel disease, knowing what the live infection close together looked like. That's all he said. And somehow he became the poster child for vaccines cause autism. En fait, cette publication de Wakefield serait probablement passée inaperçue s'il n'y avait pas eu une conférence de presse à l'hôpital où l'étude s'est déroulée, le Royal Free Hospital de Londres. Pendant cette conférence de presse, un journaliste a demandé à Wakefield ce que les parents devaient faire en attendant que les études complémentaires sur le vaccin ROR soient entreprises. Wakefield a répondu qu'il pensait qu'il serait préférable de suspendre le triple vaccin ROR et de le remplacer par des vaccins monovalents jusqu'à ce que de plus de données soient disponibles. My opinion is that the MMR should be suspended in favor of the single vaccine. C'est cette déclaration qui a causé une réaction violente des compagnies pharmaceutiques, car à ce moment précis, ces compagnies poussaient leur nouvelle politique de vaccins multiples. Les déclarations de Wakefield étaient une menace directe pour leur nouvelle stratégie commerciale.
Ceci est rapporté par Barbara Lowe Fisher, auteure de plusieurs livres sur les vaccins. They had said in the conclusion it deserves further study. They hadn't said that they had proved that MMR vaccine causes autism or inflammatory bowel disease. No. They just simply said that there was an association that they noted. Right. But what happened at the press conference was they were asked the question, I think Dr. Wakefield was asked the question, well, what should parents do? And when he said, well, they should ask for separate vaccines, that caused an uproar because now they want to have combination vaccines, and their market for combination vaccines was threatened by the idea that parents could choose to have separate vaccines. Curieusement, au lieu d'étudier plus attentivement les dangers potentiels du ROR, suggérés par Wakefield, les compagnies pharmaceutiques décidèrent de retirer les vaccins monovalents du marché. When Andy Wakefield made that recommendation, within 6 months they took away that option. The single vaccines were available when Andy Wakefield made that claim. Ce fait déconcertant lui fut confirmé avec la plus grande franchise par une responsable de l'Agence de protection de la santé, Elizabeth Miller. And I was astonished by this, and I said to Dr. Elizabeth Miller of the Health Protection Agency, why would you do this? If your principal concern is to protect children from serious infectious disease, why would you remove an option from parents who are legitimately concerned about the safety of MMR? And her answer was extraordinary. She said to me, if we allow parents the option of single vaccines, it would destroy our MMR program. In other words, her concern, her principal concern, seemed to be for protection of the MMR program and not for protection of children. Manifestement, la stratégie des vaccins multiples est beaucoup plus rentable pour les compagnies pharmaceutiques à cause du système de brevets qui y sont associés. Un autre aspect déconcertant de l'affaire Wakefield est la rétractation tristement célèbre de l'étude par le Lancet. Cette rétractation est constamment utilisée par les détracteurs de Wakefield comme une preuve que son étude était frauduleuse. Mais à nouveau, si on se donne la peine de lire le document original, on s'apercevra que la rétractation a eu lieu pour des raisons bien différentes de celles mises en avant par ces détracteurs. Tout d'abord, c'est la rétractation d'une interprétation. En d'autres mots, cela signifie que les données scientifiques originelles n'ont jamais été contestées, seule leur interprétation l'est. En même temps, nous obtenons même la confirmation que de nouveaux éléments sont apparus en faveur d'une association. Voici ce que le document dit mot pour mot. La principale affirmation de ce papier était la première description d'une lésion intestinale inattendue chez ces enfants. Des preuves supplémentaires qui confirment et amplifient ces résultats ont été apportées par des études successives du Centre de gastro-entérologie pédiatrique du Royal Free Hospital et d'autres groupes confirmant ces données. Bien qu'il reste beaucoup d'incertitudes concernant la nature de ces changements, nous croyons qu'il est important que ce travail continue car les enfants autistes pourraient potentiellement être aidés par l'identification et le traitement de problèmes gastro-intestinaux. Nous souhaitons être clairs sur le fait que dans cet article, aucun lien de cause à effet entre le vaccin ROR et l'autisme n'a été établi car il n'y avait pas assez de données. Néanmoins, la possibilité d'un tel lien a émergé et les événements qui en ont découlé ont eu des implications majeures sur la santé publique. Au vu de ces événements, nous considérons qu'il serait à présent opportun de rétracter l'interprétation des données de cet article. Voilà, c'est tout ce qu'il y est dit. Les données scientifiques n'ont jamais été contestées. L'avis dit juste que les données sont insuffisantes et que le papier est rétracté à cause de conséquences sérieuses sur la santé publique, c'est-à-dire la baisse radicale de la demande pour le vaccin ROR. Le même rédacteur en chef du Lancet, Richard Horton, a déclaré plus tard « L'exactitude des résultats cliniques essentiels reste incontestée ». Par la suite, Richard Horton a publié un livre où il dénonce la pression continuelle exercée par son éditeur pour retirer le papier. Comme par hasard, le propriétaire du Lancet est Reed Elsevier, dont le directeur, Sir Crispin Davis, faisait aussi partie du conseil d'administration de GSK, la compagnie pharmaceutique qui poussait l'introduction du ROR sur le marché à cette époque. Quelle coïncidence! Rentrons maintenant au cœur du sujet, les accusations de Brian Deere contre le Dr Wakefield dans le Sunday Times. Ces accusations se résument en 3 points. Premièrement, avoir publié l'étude afin de soutenir l'agenda d'un groupe d'avocats qui voulait poursuivre des compagnies pharmaceutiques. Deuxièmement, avoir manigancé pour en tirer un avantage financier grâce à un vaccin alternatif qu'il avait fait breveter.
Troisièmement, avoir falsifié les résultats cliniques de 12 enfants afin de démontrer un lien entre autisme, maladie gastro-intestinale et vaccin qui n'existe pas en réalité. Il y a une explication simple à la première accusation. L'étude de Wakefield a été publiée en 1998. Mais en 1995, le Dr Wakefield avait déjà publié une autre étude, toujours dans le Lancet, dans laquelle il s'intéressait au lien entre le vaccin contre la rougeole et les maladies gastro-intestinales. L'étude concluait que le vaccin contre la rougeole pouvait être responsable de l'apparition de ces maladies. Il est donc stupide de prétendre que Wakefield a sorti son étude de 1998 de nulle part, dans le simple but de soutenir les intérêts des avocats, alors qu'il avait déjà publié une étude sur le même sujet 3 ans auparavant. La seconde accusation porte sur le vaccin alternatif breveté par Wakefield. En soi, Wakefield a lui-même confirmé avoir déposé un brevet. Mais il n'y a rien de mal pour un médecin à breveter quelque chose dans le domaine médical. C'est la façon dont la science fonctionne grâce aux intuitions et inventions de différents scientifiques. Le docteur Burioni lui-même est propriétaire de différents brevets à son nom. Une simple recherche rapide sur Internet montre que le docteur Burioni ne possède pas moins de 10 brevets différents liés au vaccin. Cependant, personne n'aurait l'audace de suggérer que le docteur Burioni est en conflit d'intérêts lorsqu'il soutient publiquement l'agenda pro-vaccin. Ainsi, pourquoi le docteur Wakefield serait-il dans un conflit d'intérêts et pas le docteur Burioni ? Si un principe est valable pour un médecin, il devrait l'être pour tous. Penchons-nous maintenant sur l'accusation la plus importante proférée contre Wakefield par Brian Deer. Avoir inventé les données cliniques des enfants examinés dans le Lancet 12. Tout d'abord, il est utile de préciser que personne n'a jamais eu accès à ces données cliniques soi-disant inventées. Brian Deer a affirmé qu'elles avaient été inventées et curieusement, sans la moindre vérification publique, les autorités médicales ont choisi de le croire. De toute façon, si Wakefield avait vraiment falsifié les données, les personnes les plus en colère contre lui devraient être les parents des enfants du Lancet 12. Or, au contraire, ses parents ont choisi de soutenir Wakefield, le qualifiant de bouc émissaire et accusant Brian Deer d'être lui-même un menteur et un escroc. Voici la façon dont les parents des enfants du Lancet 12 ont accueilli Brian Deer lors des audiences devant le Conseil de l'Ordre des médecins. Pas vraiment sous les applaudissements. En fait, l'attitude générale de Brian Deer pour écrire son article a été tout sauf professionnelle. D'abord, sans raison apparente, il s'est présenté aux parents sous une fausse identité. The man who came to interview me called me and told me his name was Brian Lawrence, and it was not until a few days later after the interview that I discovered his true identity. De plus, Deer a utilisé un subterfuge pour interviewer les parents des enfants. Il leur a dit qu'il agissait dans le but de les aider à obtenir une aide financière pour soigner leur enfant. He insisted that he wanted to help her and obtain financial help, extra financial help from the government. He also promised us that he would do his best to obtain help for Jodie, who was constantly sick, was not sleeping, had lost a tremendous amount of weight, and he felt that he could, through his media, obtain help for her to try to stop this. So, under those circumstances, we agreed for him to come down. Pourtant, après cela, plus personne n'a jamais entendu parler de cette aide financière. Par contre, après avoir eu accès aux documents originaux, Brian Deer décida de son propre chef que tout ce qu'il avait vu était faux. We did actually show him paperwork of Jodie for what happened to her, the proof of what happened to her, and he looked at it and he said, "Yes, I've seen it. It's there." But at the end of the day, he said that it wasn't true for what happened to Jodie, and I don't believe one little bit of the information you've got. Même confronté à la colère des parents, Brian Deer continua à répéter qu'il pensait que les enfants n'avaient jamais eu de maladie gastro-intestinale, mais simplement un peu de diarrhée. They didn't have bowel disease. They also have behavioral problems. They didn't have bowel disease. Look at that picture, Brian. Look at that boy's bowel, Brian. That is not bowel disease. That's dear. Look at that. That's not bowel disease. That's bowel disease. That's diarrhea. That's bowel disease. That's diarrhea. Voici la photo que l'on montra à Brian Deer devant le bâtiment du Conseil de l'Ordre des médecins. You know, my son's had his large bowel removed. That can't just be down to diarrhea.
You know, does he really think that the specialist will remove his bowel for no reason? The fact that Brian Deere said that the children that Andy Wakefield studied didn't have any bowel disease is unbelievable. He hasn't lived with these children. He wasn't there in the theatres, which I was, when my son had his investigations. He didn't see the actual evidence there at the time, which I did, that they do have bowel disease. He doesn't live with what I live with. I have an autistic son who has no speech and is still in nappies, and he's 11. He changed after his MMR. I saw it with my own eyes. I know what I live with. My son eats his own feces. I get faced with the poo monster quite regularly. I have done in my past. I feed him. I dress him. He cannot ask for a drink of water. He has no idea how to function in our world. Brian Deere is a journalist with no children. I can't get to Asda with my autistic son. He does not know what life is like to parents who have to live every day and don't get the privilege of forgetting what autism can do and what the MMR can do to a child. Un aspect important du problème est que, pour une raison inconnue, les parents des enfants malades ont complètement été écartés des audiences devant le Conseil de l'Ordre des médecins. 8 d'entre eux ont écrit une lettre au Conseil de l'Ordre des médecins pour se plaindre de ne pas avoir pu réfuter les allégations de Deere. We've been following the GMC hearings with distress as we, the parents, have had no opportunity to refute the allegations. Ainsi, Brian Deere a été autorisé à assister aux audiences devant le Conseil de l'Ordre des médecins, alors que les parents des enfants blessés ont dû rester à l'extérieur et n'ont pas pu contredire sa version des faits. Un autre mensonge éhonté de Brian Deere est le fait de prétendre que c'est le Conseil de l'Ordre des médecins qui lui a demandé de voir les preuves contre le Dr Wakefield. Brian Deere soutient qu'il n'a agi que pour accomplir son devoir de citoyen. Let me ask you this question. If the General Medical Council approaches a journalist and says, you've published this material, would you supply us with any evidence you've got, any documents you have, any material? Does that journalist have a, let me ask you the question, does that journalist have a responsibility, a public duty, to give them that material or not? En réalité, il existe une lettre qui démontre la malhonnêteté foncière de Brian Deere. Cette lettre date 25 février 2004, seulement 3 jours après la publication de l'article de Brian Deere dans le Sunday Times. Écrite par Brian Deere en personne, cette lettre s'adresse à Tim Cox Brown, le responsable de la mise en examen des affaires du Conseil de l'Ordre des médecins. Dans sa lettre, Deere écrit « Suite à une longue enquête pour le Sunday Times sur l'origine de la panique dans l'opinion publique au sujet du ROR, je vous écris pour vous demander la permission de vous soumettre un aperçu de preuves que vous pourriez considérer utile d'examiner concernant l'éventualité d'une faute professionnelle grave de la part des praticiens agréés cités plus haut, à savoir Wakefield, Walker Smith et Murch. » Ainsi, c'est bien Brian Deere qui a interviewé les parents des enfants en les trompant. C'est bien Brian Deere, un journaliste incapable de faire la différence entre une maladie gastro-intestinale grave et une diarrhée, qui a décidé que les diagnostics étaient faux. C'est bien lui qui a écrit l'article du Sunday Times et qui a proposé de lui-même, seulement 3 jours plus tard, de soumettre ses prétendues preuves contre Wakefield au Conseil de l'Ordre des médecins. On ne peut que se demander au nom de qui Brian Deere agissait. De toute façon, il y a une façon simple de résoudre le problème. Il suffit de poser la question suivante au docteur Burioni ou toute autre personne qui continue à traiter Wakefield d'escroc. Pouvez-vous fournir les données cliniques originales que Wakefield aurait prétendument faussées pour établir un lien entre le vaccin ROR, les maladies gastro-intestinales et l'autisme alors qu'en fait, elles n'existent pas? Si Brian Deere était de bonne foi, il aurait certainement pris soin de rendre ces données accessibles au public. Donc, Burioni ou qui que ce soit d'autre pourra facilement indiquer où on peut trouver ces données. Dans le cas contraire, nous serons dans l'obligation de conclure que les accusations de Brian Deere n'étaient rien d'autre qu'une mascarade médiatique basée sur des accusations sans fondement et orchestrées par l'industrie pharmaceutique pour donner une leçon à quiconque oserait douter de l'innocuité des vaccins. N'oublions pas, entre autres choses, que l'éditeur du Sunday Times n'est autre que Rupert Murdoch, magnat de la presse internationale, et qu'à la fin des procédures judiciaires contre Wakefield en 2009, James, le propre fils de Rupert Murdoch, a été nommé directeur non exécutif de GlaxoSmithKline.
Très précisément, la compagnie pharmaceutique qui produisait le vaccin Rohr que Wakefield a critiqué. À nouveau, encore une curieuse coïncidence. En fait, il existe une personne indépendante qui a décidé d'examiner les documents originaux incriminés dans l'affaire Wakefield. C'est le Dr Davis Lewis, éminent microbiologiste qui a reçu de nombreux prix pour sa recherche scientifique sur la pollution à la demande du gouvernement américain. En 2012, le Dr Lewis a demandé à consulter les documents originaux de l'affaire Wakefield et y a été autorisé. Et c'est ainsi qu'il a pu constater, ce que beaucoup suspectaient à ce stade, que Wakefield et Walker Smith n'étaient coupables d'aucune fraude scientifique et que les documents originaux confirmaient totalement les diagnostics publiés dans l'étude du Lancet en 1998. C'est ce que rapporte le Dr Lewis dans cette interview. So I investigated the original data involved in that case that were published in the Lancet. When I reviewed those documents, I found that it was clear that Dr. Wakefield had not committed any research fraud. And so I presented the results of my investigation on a panel discussion at Harvard University in 2011, showing that the evidence disputed the claims of research fraud against Dr. Wakefield. Une preuve supplémentaire que Wakefield n'a rien inventé est fournie par la publication dans les années qui ont suivi de douzaines d'études scientifiques confirmant une corrélation directe entre les maladies intestinales et les troubles autistiques. Wakefield avait apparemment eu raison dès le tout début. Mais l'avis le plus important sur l'affaire Wakefield émane de la Cour d'appel de Grande-Bretagne qui, en 2012, a statué sur la procédure d'appel du professeur Walker Smith contre le Conseil de l'Ordre des médecins. Après avoir examiné toute l'affaire, le juge Meeting de la Cour d'appel s'est prononcé en ces mots. La décision générale de la commission disciplinaire selon laquelle le professeur Walker Smith serait coupable de fautes professionnelles graves était biaisée à double titre. Elle a utilisé des raisonnements superficiels et inadéquats et sur certains points a rendu des conclusions erronées. La décision de la commission disciplinaire ne se justifie pas. C'est pourquoi je l'annule. Concernant la façon dont le Conseil de l'Ordre des médecins a mené son enquête, le juge Meeting a ajouté « Il serait malheureux qu'une telle chose puisse jamais se reproduire ». Il a instamment demandé à ce que dans le futur, de telles affaires soient présidées par une personne ayant une expérience judiciaire. Conclusion, dès qu'elle est passée de la commission disciplinaire du Conseil de l'Ordre des médecins à une véritable cour de justice, la plainte contre Walker Smith a été complètement démolie. Si Wakefield s'était aussi pourvu devant la cour d'appel, son honneur aurait probablement aussi été blanchi puisque les accusations contre Walker Smith étaient très similaires à celles de Wakefield. Malheureusement, à cette époque, Wakefield n'avait pas les moyens de financer la procédure et il a dû abandonner cette possibilité. Wakefield s'en explique personnellement, non sans regret. The General Medical Council came back and took away my license. They took away the license of John Walker Smith, as well, the founding father of pediatric gastroenterology. We both filed an appeal with the English High Court. John Walker Smith was funded in his appeal. I wasn't. I was faced with the prospect of a bill for £500,000. I couldn't afford it. I had nothing to defend myself with, and so I had to withdraw my appeal, which was a great shame. John Walker Smith went on to appeal, and the judge in that case completely slammed the General Medical Council. He threw out their case completely. He said this must never be allowed to happen again. It was a complete corruption of the judicial process. And so the first time the case ever came before a proper legal opinion, a judge, it was demolished. And now the case against me was 90% the same as the case against John Walker Smith. So I would very likely have won as well, and that's a great shame. Bien que toutes les informations présentées dans cette vidéo soient à la portée de tous, les médias et les politiques continuent de propager l'histoire mensongère du docteur qui a publié une étude frauduleuse et a été radié de l'ordre des médecins pour cette raison. Ciò non toglie che dobbiamo notare che nel tempo il rischio dei vaccini è stato esagerato in maniera fraudolenta, a causa di un lavoro scientifico pubblicato tanti anni fa che metteva in relazione l'autismo con i vaccini. Bisogna una volta per tutti chiarire che quel lavoro era fraudolento, era una frode e non c'è nessuna correlazione tra autismo e vaccini. Il y a un dicton qui dit « Un mensonge peut faire le tour de la terre le temps que la vérité mette ses chaussures ».
Et à ce stade, il est très difficile de le rattraper.